cette fenêtre littéraire, elle permet à la fois, hein, il faut bien le comprendre, de concilier ce qui paraît inconciliable, c'est-à-dire l'engagement de l'historien, sincère, convaincu, et le soin qu'il a à prendre, le soin avec effectivement les cas, les noms propres, etc. Donc, et donc ainsi rentrer dans la matière historique sans la contaminer avec nos préjugés, tout en admettant la nécessité d'un point de vue. Bon, alors, donc dans ce cas-là, partons effectivement, donc tentons l'expérience, partons de ce texte d'Italo Calvino. Donc il y aurait, au fond, deux manières de cacher la réalité, avec des mots qui l'occultent directement ou avec des mots qui sont tellement transparents, enfin qui donnent une illusion de transparence. Et ça, ce serait évidemment la clarté française, et qui donc rendrait en fait opaque le rapport aux politiques. C'est évidemment quelque chose qui touche l'historien parce qu'au fond, ce qu'on entend depuis hier, c'est l'idée, d'abord la difficulté, comme l'a rappelé Martin Rueff dans sa leçon inaugurale, de comment au fond décrire la sape du langage avec un langage lui-même sapé. Les écrivains, hier, aujourd'hui, nous disent, eh bien, au fond, on doit tenter de réenchanter le langage, de l'évider de tout ce qui a été, de tout ce qui l'a de manière subreptice rempli à la manière donc des fouines, de le désœuvrer, de le rendre inopérant au sens d'Agamben. Bon, l'historien, lui, doit plutôt, j'imagine, forer les mots, mais pour en faire l'archéologie. Est-ce que c'est comme ça que vous entendez, au fond, la démarche historique? Ce mot archéologie, c'est un mot qui a plusieurs significations. Je pense qu'on pourrait dire, bon, on part d'un texte, on cherche de reconstituer des contextes, et on cherche aussi de comprendre qu'est-ce qu'il y a eu entre ce texte et nous. Et alors là, par exemple, oui, on pourrait s'interroger sur, disons, cette obscurité du langage politique italien dont nous parle Calvino. On pourrait dire, bon, il y a deux caractères nationaux, ça c'est ridicule, je crois que les caractères nationaux n'existent pas. On pourrait dire il y a deux traditions rhétoriques, soit est vrai jusqu'à un certain point, je crois, mais ça n'explique encore cette passion pour l'obscurité chez les politiciens italiens de ce temps-là. Alors je crois que là, il faudrait, disons, faire une distinction. Dans la tradition communiste italienne, il y avait, disons, un régime dont on a parlé plusieurs fois, de double vérité. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait, disons, la liaison, qui était une liaison aussi pratique, aussi financière, avec l'Union soviétique. De l'autre côté, avec cela, disons, un hommage qui a duré longtemps aux idéaux révolutionnaires, etc., socialistes, et de l'autre côté, une pratique qui était tout à fait différente. Alors, cette présence qui a fait problème, surtout pour les leaders du Parti communiste italien après la guerre, c'est-à-dire Palmiro Togliatti, qui était en même temps celui qui a construit cette double stratégie, et c'est lui qui, disons, craignait que parfois des militants auraient pu prendre au sérieux ce qu'on disait dans les discours politiques, c'est-à-dire qu'il fallait lutter pour le socialisme, etc. Alors là, il y a cette anecdote qui fait partie de l'histoire de l'Italie contemporaine, c'est-à-dire que lorsque, en 1948, quelqu'un a essayé de tuer Togliatti et il est tombé sous 2 balles et il était, disons, blessé d'une façon très sérieuse, il a dit calmi. Il a dit bougez pas.
quelqu'un a bougé, on a, disons, il y a eu de violences compréhensibles, mais ce mot de Togliatti, il ne faut pas passer à l'action, etc., parce qu'il y avait toujours, disons, l'exemple de la Grèce, c'est-à-dire la guerre civile, etc., tout ça a été évité. Alors je pense qu'il y a eu ce régime de double vérité qui a duré longtemps. Ça a façonné des générations de militants. Est-ce que, alors là il y a une question, est-ce que, disons, la réception, utilisons ce mot, la réception de ce régime de double vérité a été, disons, d'une certaine façon, plus facile en Italie parce qu'il y avait une tradition catholique où, disons, la coexistence de l'esprit et de la lettre était plus facile par rapport à d'autres traditions religieuses? C'est une question. Alors, la question, à mon avis, est légitime, mais le problème, c'est est-ce qu'on peut essayer d'y répondre d'une façon sérieuse? Alors, il faudrait évidemment, à mon avis, je dis évidemment, mais peut-être ce n'est pas évident, mais de toute façon, il faudrait construire des cas. Parce que le fait que, disons, le parti communiste, par exemple, contre le Parti socialiste italien, a insisté pour inclure les concordats avec l'Église catholique qui avaient été signés par Mussolini dans la Constitution italienne, alors tout ça a été expliqué à travers les déclarations de Togliatti qui disaient pas de guerre religieuse, etc. On peut être des militants communistes et catholiques et des fidèles catholiques en même temps. Oui, mais est-ce que, disons, cette double appartenance a joué un rôle dans l'acceptation de ce régime de double vérité? Et si vous voulez, on pourrait dire la question est banale. Oui, mais la réponse n'est pas banale. Alors, essayer de construire un cas, à mon avis, pourrait être intéressant. Oui.